Voilà, je vous remercie. Donc, je vais présenter nos invités en commençant par ceux qui sont installés sur le premier rang. Et donc, à l'intérieur de la salle, à commencer par Corrado Fortuna. Bravo. Qui, vous l'avez reconnu, joue Angelo, le mari. À côté, nous avons des productrices, à commencer par Viola Prestieri. Et puis Carlotta Calori. Francesco Sima. Jean Labadie du Pacte n'est pas encore arrivé, mais nous avons avec nous Samantha Antonicola, directrice de production à la RAI. Voilà, ça vous donne une idée de la production est en force et aussi à la table. Alors, à l'autre bout de cette table, à gauche, nous avons Paolo Del Branco, qui a accompagné Mario Marton dans ses précédents films, et puis aussi Alice Rohrwacher, donc qui était à Cannes avec Les Merveilles, Heureux comme Lazare, La Chimère. Bravo, bravo. À sa droite, Nicolas Giuliano, qui est également producteur, qui est venu à Cannes avec Sorrentino, depuis Les Conséquences de l'amour, et puis un certain nombre d'autres de ses films. À sa droite, Hippolyta Di Maio, qui est la scénariste du film, qui accompagne Mario Marton depuis très longtemps, depuis Léopardi, au moins 2014, qui était déjà un film de Mario Marton sur un écrivain. Et puis, à sa droite, vous reconnaissez évidemment Valeria Golino. La carrière extraordinaire et internationale a explosé dans les années 80, début des années 90. À Cannes, elle est venue à la fois avec des productions internationales, les Eaux printanières, et puis avec des films français, avec Valéria Bruni-Tedeschi, actrice, et puis avec ses propres réalisations qui étaient présentes à un certain regard, Miele, Euphoria. Grazie. Et évidemment, Respiro qu'on a vu aussi à Cannes. Mario Marton, homme de théâtre, réalisateur de cinéma depuis la mort d'un mathématicien napolitain, c'était déjà en 1992. Et vous vous souvenez qu'il y a 3 ans, il avait fait l'événement ici avec Nostalgia. À sa droite, Matilda De Angelis, qui joue Roberta, qui a commencé dans la chanson, qui est maintenant actrice depuis plus de 10 ans, et qui fait sensation dans la série Lydia fait la loi. À sa droite, Élodie, qui elle aussi est chanteuse, qui joue Barbara, et qui tient là un premier rôle très remarqué. Et puis enfin, à ma gauche, une productrice, Anna Maria Morelli, qui elle avait produit le premier film, le premier long métrage de Sorrentino, L'homme en plus, au sein d'une filmographie très brillante. Voilà. Merci à tous et à toutes. Je vais poser la première question à Mario Marton. Alors, comment est venue cette idée de consacrer un film à Giuliano Sapienza et surtout de se concentrer sur ce moment très particulier qui est juste après la prison de Rebibbia, qui est ce moment-là. Pourquoi ce choix? Comment est venue cette idée? Goliarda Sapienza è una scrittrice che amo e a me Merci. Goliarda Sapienza est un auteur que je vénère et je voulais raconter sa vie. J'adore raconter la vie des artistes. Goliarda Sapienza n'était pas non seulement un auteur de talent qui partait toujours à la découverte, un auteur à découvrir,
mais aussi une artiste qui n'a jamais été reconnue de son vivant en Italie. Donc elle méritait notre attention encore plus aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui, parce que sa vie parle aux jeunes générations. Elle a été une rebelle, une femme libre, émancipée et gênante en quelque sorte à bien des égards. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'elle avait de bonnes raisons qui n'ont pas été comprises. Avec Hippolyta De Maio, nous nous sommes dit, il ne faut pas simplement raconter ce qu'elle a fait, mais dresser un portrait. Et quelle était la meilleure opportunité que cet épisode incroyable dans sa vie, ou dans un moment de grande difficulté, eh bien, elle a fait ce geste incroyable et qui d'ailleurs l'envoie en prison. Et donc, cette période en prison devient une espèce de résurrection pour elle. Ça a été une occasion extraordinaire de faire un portrait de Goliarda Sapienza avec Roberta, Barbara et tous les autres prisonniers. Et il y a aussi cette photo où on voit Goliarda avec Roberta, Barbara, Suzy Wang, emprisonnée, la chinoise. Et donc ce sont des gens qui vraiment ont vécu, qui ont existé, mais qui, grâce à son imagination, ont adopté une nouvelle dimension. Et quand on voit Goliath, on voit tout ce qu'elle a traversé comme affre. Bonjour, Martin Rosdowski, Bulgarie. Io ho una domanda per signor Martone. Come ha fatto per costruire o sviluppare il linguaggio visuale del vostro film? Io trovo che fuori è di una bellezza quasi pittorale, come ci sono di quadri Comment vous avez fait di arte. Grazie. Pour mettre en scène cette histoire quand même assez incroyable. Pour moi, ce qui était important, c'est de raconter le parcours de cette histoire par les yeux du personnage, donc Naples. Et alors là, c'était Rome. Et c'est vrai que c'était super de faire une espèce de road movie à Rome. On peut le voir comme ça, observer cette ville. Il y a quand même des différences. Rome est une grande ville, contrairement à Naples, avec énormément de quartiers très différents, les uns des autres. Et un endroit qui n'est pas vraiment beau, là où nous avons tourné, mais qui nous a plu parce que ça correspondait à la narration du film et à l'état d'esprit de Sapienza. Le film est toujours tourné du point de vue de Goliarda. Dans cette séquence dans le magasin de parfumerie, on se rend compte que les espaces grandissent. Et on joue avec ça, avec des espaces confinés, des espaces vastes, et tout cela est fait avec subtilité. Pourquoi ? Pourquoi ce changement de taille ? Parce que c'est Goliath, c'est son imagination. Et avec ma caméra, j'ai essayé de faire ressentir au public ce qu'elle voit et ce qu'elle ressent à travers son imagination. Et Paolo Ganera, le chef opérateur, a fait un travail absolument extraordinaire. Carmine Garino, le production designer et le costumier ont fait également un travail absolument remarquable, parce que ce genre de film, on ne peut les tourner qu'avec des gens pleinement engagé et surtout très talentueux. Bonjour, Gérard Chargé de Cinézoom. Moi, j'aimerais signaler quand même aussi pour les spectateurs qu'à la fin, on voit la véritable Goliarda à la fin du film, pendant le générique. Donc, c'est important de ne pas sortir de la salle parce que, voilà, comment vous avez choisi cet extrait? Est-ce qu'elle a eu beaucoup d'apparitions télévisuelles après? Valéria, comment vous avez abordé ce personnage? Parce qu'en même temps, c'est un personnage qui est aussi en osmose avec... Vous êtes un trio de femmes et il y a une complicité qui se sent tout de suite à l'écran.
Donc vous avez pu, comment vous avez fait pour justement faire que ce soit crédible complètement? Vous êtes vu avant, comment vous avez fait? Parce que c'est vrai que vous êtes toutes les trois formidables et en osmose, on a l'impression que vous avez vécu longtemps ensemble. Voilà, en tout cas bravo pour ce film, merci. Allora, il pezzo che si vede alla fine, è vero, ci sono alcuni pezzi che si possono vedere di Goliarda Sapienza, quindi abbiamo la possibilità di vedere lei com'era. Quel pezzo in particolare era importante perché lei parla del libro L'Università di Re Bibbia, che era appena uscito, in una trasmissione televisiva con un giornalista italiano molto importante, che era Enzo Biaggi, insieme a delle persone di grande qualità intellettuale e così via, eppure era una donna in mezzo a degli uomini nel 1980. Si vede chiaramente come ciò che lei dice non viene tenuto in nessun conto, anzi viene deriso. E questo ci dice perfettamente non solo la posizione di Goliarda nel mondo, nella società del tempo, ma chiaramente anche cosa significava una donna che esprimeva delle posizioni diverse. Anche Pierpaolo Pasolini, che per certi versi è accostabile a Goliarda Sapienza, era una persona scomoda, era una persona che diceva cose non allineate al pensiero culturale dominante, ma Pierpaolo Pasolini était quelqu'un qui allait aussi contre l'opinion publique, mais il était un homme. On l'écoutait, il avait cette crédibilité et elle était une femme et elle en a souffert. Donc ça a été important pour nous de rajouter ça à la fin, après le générique, que les gens voient Guglielta, qu'ils comprennent l'étendue du talent de Guglielta. Ça n'est pas une imitation. Elle évoque son état d'esprit qui, à l'époque, dérangeait en quelque sorte. Et ça, c'est le plus important. Et qui montre aussi sa prise de position dans le débat social. Et vous avez raison, c'est vrai qu'il faut ne pas pouvoir deviner trop tôt la clé, mais le fait de l'avoir fait apparaître avec des images d'archives, c'était important. Et je ne voulais pas non plus que ce soit l'image finale de Valeria, parce qu'il faut aussi que émotionnellement, pour ainsi dire émotivement, on reste avec Valeria. J'ai eu le privilège de connaître Goliarda Sapienza quand j'avais 18 ans. Je l'ai vue plusieurs fois parce qu'elle était pendant quelque temps ma coach pour mon accent dans un film de son ex-mari, Francesco Maselli. Alors, je l'ai vue 2-3 fois par semaine pendant quelques mois, quand elle avait plus ou moins mon âge aujourd'hui, peut-être juste un peu plus âgée, et moi, j'avais 18 ans. Et je me rappelais d'elle beaucoup de choses, beaucoup, peut-être pas tout, mais les choses qui sont restées avec moi d'elle, que bien sûr, elle était quelqu'un de très complexe, et elle était beaucoup de choses. Elle n'était pas que ça. Elle n'était pas que ce que vous voyez sur l'écran. Elle avait beaucoup de caractère et de complications. Mais ce qui m'a resté d'elle, dans ma mémoire, c'était une espèce de... Même si elle était quelqu'un de si intellectuellement, si... Voilà, avec une force... avec une liberté de penser, avec une espèce d'autorité même dans la façon où elle pensait. Ce qui m'est resté, c'était une espèce de docilité, d'accueillir les autres, de les regarder vraiment, de les entendre, d'être ému, d'être là, d'être dans l'espace, toujours en train d'absorber les autres, même s'il avait elle avait des choses à dire, et elle avait des choses à dire pas toujours faciles à entendre, parce qu'elle était extrêmement intelligente et aussi provocatrice. Mais ce que j'ai choisi pour ces films, quand j'ai lu le scénario, c'était la partie à elle la plus docile, la plus accueillante, la plus
comme on dit, morbida, soft, parce qu'elle avait ça très clair dans sa nature. Et parce qu'elle regarde ce qui se passe, elle est amoureuse de cette femme et de ses amis, elle est très... Alors, on a décidé qu'elle soit la Goliarda la plus, voilà, douce, voilà, la plus ouverte aux autres. Et ça m'a aidé beaucoup, aussi quand elle rit, quand elle bouge, comme elle bouge les mains, comme elle regarde les autres. C'est ce que je me rappelle d'elle. Je n'ai pas essayé de l'imiter, mais j'ai essayé, comme il dit, un peu de l'évoquer. Voilà, et c'est ça le résultat. Et sur cet aspect de complicité avec ces deux amis, comment vous avez travaillé toutes les trois ensemble, peut-être? Écoute, on l'aurait fait à toute façon parce que c'était de notre boulot de le faire, parce que c'était très écrit. Toute cette complicité, tous les scénarios, il était très très bien écrit et très précis. Il y avait beaucoup de dialogues et où il fallait aussi suivre la musique du scénario, et on l'aurait fait à toute façon. Mais la vérité, c'est qu'on est vraiment un petit peu tombés amoureux l'un de l'autre. Et ça, c'était une belle chance pour nous, parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble et on était vraiment joyeuses avec l'autre. Et c'était une expérience beaucoup meilleure qu'être simplement entre professionnels qui font leur travail très bien, de toute façon. On est vraiment... voilà, on s'est retrouvés, on s'est reconnus. J'ai beaucoup de tendresse pour ces deux beautés qui sont aussi des actrices merveilleuses. Et eux, je pense, ils ont de la tendresse pour moi. Ah voilà. Ouais. Bah, vous nous le dire, Elodie, Mathilda, dites-nous. Ah ouais? Comment vous avez travaillé concrètement? Vous avez fait des répétitions? Vous vous êtes vus en dehors du travail? Comment ça se passait? Oui, un petit peu. Excuse-moi, je vais parler en italien parce que je comprends tous, mais... Oui, mais la traduction est là. Ah oui, merci. Sì, è stata una cosa molto naturale. Credo che oui, effectivement. Da qualche Comment parte dire, ça a été finalement quelque chose de naturel. Mario Martone, ensemble avec Ippolita, di trovare delle persone ont eu cette capacité incroyable de trouver les gens qu'il nous fallait. Nous sommes des actrices, mais il savait au fond de lui-même qu'il y aurait une espèce de déclic et que nous tomberions amoureux les uns des autres. Et ça a été important, qu'il y ait cette espèce de symbiose, de mettre en place une relation véritablement sincère au-delà de ce qui était écrit dans le scénario. Et ensuite, sur le plateau, au tournage, c'est vraiment devenu ce que nous voulions exprimer. Un amour très sincère entre nous, du respect. Et ça a été un petit peu la cheville ouvrière du film. C'est une histoire d'amour avant tout, une histoire d'amitié aussi. Et l'amitié pour moi, c'est la forme la plus élevée d'amour. Une histoire aussi de sœur, de fraternité, avec ce code secret, ce langage secret entre sœurs. Et je pense que finalement, nous nous sommes simplifié un petit peu la tâche quand nous avons tourné. Sono ovviamente posso sottoscrivere quello che hanno detto. Entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Per me è stata un'esperienza sconvolgente, cioè ancora non mi sono ripresa da ieri, a raison, et pour moi, ça a été une expérience quand même qui m'a marqué. Je suis encore sous le coup des émotions que j'ai éprouvées, que j'ai ressenties hier lors de la projection. Et ce film a eu un très gros impact sur ma vie. Et pour moi, je considère le fait d'avoir tourné dans ce film comme un cadeau que Mario Martone m'a fait.
L'histoire que nous avons racontée est une histoire d'amour. J'ai énormément appris. Je me suis enrichi. J'ai appris à la lumière des expériences des autres. Et aujourd'hui encore, je me rappelle les conseils qui m'ont été donnés. Et je suis tellement contente d'être là. Je ne sais pas quoi rajouter de plus. Ça a été une expérience vraiment très, très profonde. Anna Hoy de Mexique. C'est intéressant que vous ayez mentionné ces différences de génération, parce que Valeria fait le portrait de quelqu'un qui est différent de cette femme qui fait partie des criminels de droit commun, on va dire comme ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment différent, parce que à cette époque, il fallait se projeter visuellement. Qu'est-ce qui, au final, a fait ressentir à cette jeune femme que cette autre femme, qui n'était pas vraiment beaucoup plus âgée, mais qui se comportait différemment, qui a fait partie de cette espèce de prisonnier politique, pour autant dire. Quelle a été la chose essentielle pour projeter en Sapienza, qui a fait comprendre en peu de temps à cette femme qu'au final, elle est l'une des nôtres? Vous posez la question à nous trois, d'accord. Pour ce qui concerne Goliarda, je rebondis sur ce que je disais précédemment. Goliarda, autant elle ne tolérerait pas certaines choses au plan intellectuel, c'était une femme forte, résolue, qui défendait ses idées, engagée, et qui pouvait s'ériger contre certaines idéologies qu'elle n'aimait pas, des idéologies qui d'ailleurs n'étaient pas des idéologies et qui n'étaient pas aussi idéologiques que ses pairs, que ses amis. Et ça, on le sent bien dans le film. Mais autant elle pouvait être forte intellectuellement, et je l'ai dit précédemment, elle n'a jamais été contre, opposée. Elle allait toujours vers les gens. Et elle trouvait toujours une façon de trouver une espèce d'équilibre pour être sur un pied d'égalité avec les gens. Angelino Pellegrino, son mari, à celui qui nous a d'ailleurs le plus aidé avec les recherches, et il nous a même invité dans sa maison. La maison où nous avons tourné le film, c'était la maison où vivait Goliarda, et ça a été fortement utile. Et Angelo me disait toujours, Goliarda trouvait toujours une façon de communiquer avec qui que ce soit, dans la rue, au quotidien, avec les rois, les reines de ce monde et avec les délinquants s'il le fallait. Elle savait communiquer avec les gens de tous les jours, les gens de la rue. C'était son talent. Elle faisait venir les gens à elle et elle avait l'art de communiquer avec quiconque. Et j'insiste, même avec les délinquants, entre guillemets. Et avec les délinquants, son rapport a évolué parce que ces gens, dans leur âme, dans leur désespoir, dans leur beauté, l'ont intéressée. Et il y a une partie aussi sensuelle que j'espère que vous l'avez perçue dans le film. Et elle est très attirée par ces gens-là, par les jeunes, par la grâce. Elle est attirée par tout cela, tout ce que Roberta apporte. Et puis cette façon masculine d'être féminine, pour ainsi dire. Elle reste toujours en éveil, curieuse. Et je crois que tout un chacun qui traversait son chemin était intéressé par elle. Donc, et ça, c'est incroyable d'être aussi fort, engagé, résolu, et en même temps être aussi accueillant à l'écoute de tout le monde. Je dois dire que Goliarda Sapienza, c'est quand même quelqu'un d'engagé au plan politique. Son intelligence, sa formation, sa culture générale, son savoir fait d'elle une autrice absolument
unique parce qu'elle incarne aussi une dimension politique. Et comme on le voit dans le programme de télé, à la fin, elle dit quelque chose de très important qui revêt une importance particulière aujourd'hui en Italie et ailleurs, à savoir le fait que la prison, ça n'est pas un endroit en marge de la société, à l'extérieur de nos sociétés. Ça fait partie de nos sociétés, avec des gens qui temporairement sont reclus, confinés, enfermés. Et il faut que ce soit vu. Et ces maisons d'arrêt doivent pouvoir être vues et doivent avoir une forme de dignité finalement. Et ce qui se passe bien évidemment dans les prisons, c'est que les barrières sociales tombent. Il n'y a plus de différence sociale, d'obstacles. Quand on est dans une maison d'arrêt, votre culture, vos origines sociales, votre culture, votre éducation, ça ne compte plus en prison. En prison, tout ce qui compte, c'est toi et moi, les relations individuelles et qui sont effectivement au cœur même du film. Et les gens se regardent, s'observent, dans certains cas s'aiment parce que les barrières tombent. Et Goliarda Sapienza, dans son cercle intérieur, dans son fort intérieur, se sent emprisonné parce qu'il y a des murs invisibles qui l'étouffent. Et en prison, elle respire, pas parce qu'une maison d'arrêt est un endroit agréable, c'est un endroit où on est confiné, où on souffre, et personne ne rêvera jamais d'aller en prison. Mais c'est un endroit où les relations humaines sont authentiques, réelles. Et c'est ça qui finalement la libère. Et c'est un message éminemment politique qu'elle fait passer à la fin, qui à l'époque n'a pas été complètement compris. Mais c'est une interprétation importante sur laquelle il faut méditer aujourd'hui, notamment en termes des relations que nous pourrions avoir avec des gens enfermés et surtout pour préserver la dignité et l'amour. Bonjour, Gabriele Cerrito, Screen World Italia. Una domanda per il regista ma anche per le protagoniste del film. Fuori, è vero, emerge come un ritratto di un artista, ma se vogliamo vederlo come un ritratto, forse le pennellate più decise all'interno di questo film sono pennellate di femminilità. Puisque c'est un portrait, justement, comment dire, on parle de féminité aussi. Et moi, j'ai perçu ça. C'est-à-dire une structure de féminité différente, structurée à différents niveaux, dans différentes dimensions, dans la prison et dans la société. Quelle a été l'idée, l'étincelle pour faire un portrait si diversifié à tous les niveaux de la personnalité féminine et comment vous avez transposé ça finalement en termes de performance? Je vais répondre moi parce que effectivement le scénario joue un rôle déterminant dans tout ça, dans la remarque que vous venez de faire. Et il est vrai que le scénario décrit, raconte l'univers de cette femme, l'univers dans lequel elle vit et qui est composé de catégories complètement différentes. L'aspect féminin est présent, omniprésent, et l'amitié est aussi composée d'attraction, de désir. La maternité est composée de désir. Et ça réside aussi dans la faculté de nous refléter en nous-mêmes. Et là, il y a un énorme travail qui a été fait au niveau du scénario. Nous avons beaucoup travaillé sur cet aspect. Et ensuite, traduire ça en images sur le grand écran, c'est un tour de magie, c'est encore une autre paire de mains. Donc je pense qu'il faut que le réalisateur peut-être réponde à la question. Alors d'abord, comment dire, les gens disent que 60% du travail d'un réalisateur, c'est le casting. Io invece credo che sia vero. Non, je ne sais pas déluder la question, mais c'est vrai. Je le pense sincèrement. Et moi, je passe toujours énormément de temps pour caster mes acteurs, dont je suis toujours très fier. Parce que c'est vraiment une étape
essentiel dans notre travail. Et si nous souhaitons élaborer un portrait, le choix des principaux sujets, personnages est la clé de la réussite. Sur les personnages masculins, je veux dire quelque chose. Il y a donc ces personnages féminins qui sont au premier plan. Et avec Angelo, le mari, que l'on voit plus dans un monde quand même très masculin, eh bien, les personnages masculins dans le film sont moins importants. Albert, le serveur, qui se demande si Roberta et Goliatta, la mère et la fille, si elles s'entendent bien, etc., quelle est la nature de leur relation qui l'interroge. Tout ça pour vous dire que, comme Mathilde d'ailleurs vient de le dire il y a un instant là, Mario, comment dire, je pense avoir trouvé les bons acteurs, les bonnes actrices pour vraiment transférer visuellement ce qui avait été écrit dans le scénario par Hippolyta. Alors c'est toujours un pari qu'on prend, vous savez, on n'est jamais sûr, on ne sait pas si on va faire mouche ou si on va passer à côté de quelque chose. C'est un petit peu un pari qu'on prend. Et donc, vous réfléchissez, vous structurez vos pensées, et vous fermez les yeux, vous réfléchissez, et puis finalement, quelque part, il y a un moment où il faut se lancer. Et Roberto Goliatta dit, avez-vous peur du noir? Oui, j'ai peur du noir. Moi, quand un film commence, je suis terrifié, je suis pétrifié, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais le choix de ces actrices, de ces acteurs, tout le cast, les prisonniers, les anciens prisonniers avec lesquels nous avons travaillé, des gens donc, qui étaient sortis de prison, avec lesquels nous avons travaillé, et aujourd'hui, les prisonniers qui sont incarcérés là où nous avons tourné, on les a consultés, on les a recrutés pour ainsi dire. Et ça a été quand même un travail merveilleux, inhabituel pour ainsi dire, mais ça a fonctionné. Et ça m'a prouvé que le casting avait été le bon. Alors ensuite, bien évidemment, après, il faut transposer tout ça, mais ça, c'est le travail du réalisateur qui restera, je crois, toujours un petit peu énigmatique. Et puis, avec les actrices, les acteurs, on travaille de façon différente selon la personnalité, et chacun d'entre nous a ses particularités. C'est comme ça que ça se passe. Alors, le film est quand même une reconstitution, c'est un film d'époque, puisque c'est 1980. Donc, j'aimerais savoir comment vous avez réussi à reconstituer Rome 1980. Vous avez tourné dans des endroits réels, mais quels ont été vos grands choix à l'image? Et en tant que spectateur, vous allez me dire si c'était votre intention. Moi, j'ai eu l'impression de retrouver quelque chose du cinéma italien des années 80. Est-ce que c'était une volonté de votre part, ou est-ce que c'est arrivé comme ça? No, certamente c'è il cinema degli anni 70, oui, c'era un dialogo col cinema degli anni 70. Le cinéma des années même 70 est présent. On le voit bien dans les dialogues aussi. E i miei primi film erano in 1,66, non è il 70, però comunque erano nei primi anni 90, il Matematico e l'amore molesto erano 1,66, ancora si usava. E oggi si usa molto poco, poi naturalmente la scelta, il lavoro fotografico di Paolo Carnera è stato appunto l'idea era quella di rievocare proprio cromaticamente il cinema di et ça correspondait effectivement à cette idée, à cette volonté, pour répondre à votre question, d'évoquer effectivement le cinéma de cette époque. Et pour trouver des solutions, j'ai utilisé des choses que je ne fais plus. Je fais des zooms, des gros plans, des retraits, des reculs de la caméra, des techniques que je n'utilise normalement plus, mais qui à l'époque étaient très communément diffusées. Donc il y a ces travelling aussi, ces balayages. On pratiquait cette technique dans le cinéma italien des années 70. Donc effectivement, il y a eu ce parti pris, ces choix spécifiques. Ça a été une volonté
Alors concernant Rome, la première partie de votre question est le choix des sites de tournage. J'ai fait pas mal de films sur le passé. J'ai fait des films sur le 19e siècle. J'ai toujours remonté dans le temps, mais j'essaie toujours de privilégier les sites physiquement réels. Je n'essaie pas de reconstruire de façon artificielle des endroits en studio. Je pense que toute caméra peut capter aussi le passé, parce que chaque ville a son passé. Et il faut tout simplement trouver les endroits qui font partie de son passé, de son patrimoine. Nous avons tourné, je l'ai dit, dans l'appartement de Goliath Sapienza. Nous avons tourné dans la prison, la vraie, où ça s'est passé. Nous avons tourné dans des lieux administratifs qui aujourd'hui sont devenus différents de ce qu'ils étaient en 1980. Mais nous avons reconstitué cette ambiance et ça m'a tenu à cœur. Voilà, ce sera la conclusion de cette conférence de presse. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci. Merci.